Et nous revenons pour la dernière partie de cette émission. Nous parlons à présent du Togo, 1,8 milliard de francs CFA d'aide américaine pour soutenir les populations du Nord Togo. Les États-Unis ont annoncé ce lundi 10 juillet le décaissement d'une enveloppe humanitaire de 3 millions de dollars, soit 1,8 milliard de francs CFA, au profit des populations du Nord Togo affectées par les violences et le terrorisme. Ce financement est destiné à l'assistance vitale à plus de 460 000 personnes dans le besoin d'une solution humanitaire. Je voudrais bien commencer par vous, honorable Beausoleil Obekou. Au-delà de tout, les États-Unis continuent d'aider le Togo à venir en aide à ces populations qui souffrent depuis un moment des violences dans le Nord Togo. Oui, et il faut apprécier cette aide-là que les États-Unis apportent au Togo. Et vous savez que le Togo même a pris les taureaux par les cornes quand les attaques ont commencé. Et il y a quand même le déplacement des populations qui sont victimes, qui sont au plus près des zones où ces djihadistes-là opèrent. Et donc, en dehors de la lutte contre le terrorisme sur le plan militaire, donc le Togo aussi avait, sur le plan social, a quand même accentué les programmes pour venir en aide à ces populations-là et surtout pour les populations déplacées. Et actuellement, les États-Unis qui viennent en appui pour aider ces populations déplacées. Je crois que c'est une bonne chose et il faut remercier les États-Unis pour cet appui. Je pense, quand vous prenez pour les détails pour le programme, ce programme de 1 milliard 800 millions de nos francs, je crois qu'en dehors d'assister les populations pour leur venir en aide et pour leurs besoins urgents, il y a quand même aussi un volet pour pouvoir les appuyer dans leurs activités génératrices de revenus. Ça veut dire que nous pensons que les uns et les autres pensent que en dehors de secours immédiat, il faut penser que la lutte contre le terrorisme, c'est un truc de longue haleine. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. Le chef de l'État l'a dit, le chef de l'État lui-même l'a dit, de longue durée. Et il faut aussi ces populations qui se sont déplacées et le souhait qu'ils retrouvent rapidement leur localité, leur domicile, mais il faut aussi être réaliste et il faut quand même, au temps où ils sont en déplacement, parce que ceux qui les accueillent aussi, c'est les environs, les localités environnantes de ces localités où les djihadistes opèrent. Donc eux aussi sont des populations vulnérables et l'accueil de ces réfugiés rend encore plus vulnérable leur situation. Donc il faut qu'on leur vienne en aide et je crois que c'est ce que le gouvernement togolais a commencé par faire et continue de faire. Et l'appui des États-Unis dans ce domaine-là est salutaire et on ne peut que remercier les États-Unis, le gouvernement américain pour cette aide et aussi demander, toujours soutenir sur le plan militaire aussi. On vient de parler de ça, la lutte contre les djihadistes, ce n'est pas seulement au niveau militaire. Il faut aussi ces renseignements-là, cette symbiose entre les populations et les armées pour pouvoir bénéficier quand même des informations parce que les djihadistes, ils ne mènent pas une guerre conventionnelle contre nos États. Et ils se fondent dans la masse, donc il faut arriver quand même à mettre sur place des programmes et une communication capable de pouvoir faire comprendre cette lutte-là à la population et mettre la population à profit pour pouvoir rendre efficace et efficient cette lutte contre les terroristes. Adam, le Togo faisait déjà l'action en soutenant financièrement ces populations. Les États-Unis viennent appuyer ces actions du Togo avec une enveloppe financière d'1,8 milliard de francs CFA. Oui, vous savez, nos pays côtiers sont des pays qui ont été dans des parents pauvres des aides multidimensionnelles dans la lutte contre le terrorisme. C'est vrai que certains pays ont eu quand même à payer le lourd tribut. Et lorsque
ces pays-là appelaient à intensifier les aides pour éviter que la propagation soit estompée, ils n'étaient pas tellement écoutés, en tout cas pas à la hauteur des souhaits. Et ça n'a pas été fait à la hauteur de ces souhaits-là, ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce djihadisme-là ou ce terrorisme a continué son petit bonhomme de chemin jusqu'à toucher donc les pays côtiers. Et je pense qu'il faut dissocier un peu ces aides-là par rapport aux autres aides, puisque également c'est aujourd'hui le facteur qu'évoque un certain nombre de pays pour en tout cas dire ou renforcer, puisque c'est un motif également de souveraineté, il faut véritablement le dissocier, puisque si nous ne prenons pas la chose dans un régime conventionnel, vous constaterez véritablement que ces terroristes-là continueront donc leur chemin. Puis lorsque nous prenons les pays occidentaux, et aujourd'hui ils investissent dans cette lutte-là pour éviter véritablement que ce djihadisme les atteigne. Même si certaines opinions estiment qu'ils sont donc les créateurs de ce concept aujourd'hui qui nous envahissent, mais toujours est-il que cela devait donc interpeller tous les pays pour éviter à ce qu'eux-mêmes également ne soient affectés. Maintenant, vous savez, lorsqu'on parle de terrorisme, je pense que ça interpelle beaucoup d'autres facteurs, notamment des facteurs de bonne gouvernance, la justice sociale, etc. Et justement, c'est cette justice sociale-là qui a été révélée et qu'on a estimé que dans les programmes de gouvernance concernant donc leur région, il y avait certaines régions qui étaient donc plus défavorisées que d'autres au regard de leur degré donc de pauvreté. C'est ce qui est pour la plupart du temps cité en ce qui concerne dans la région des Savanes, qui est cette région-là qui est aujourd'hui affectée, mais également cette région-là qui constitue la région qui accueille beaucoup de déplacés venant de ces pays-là, notamment le Niger, le Burkina Faso et le Mali, compte tenu également de l'historique de nos pays étant donc des pays réputés légendaires en hospitalité. Et donc, ceci étant, je pense que le gouvernement a dû lui-même d'abord faire dans des programmes pour soutenir ces populations-là et éviter que la jeunesse de ces populations-là ne puisse tomber dans les escarcelles donc, du terrorisme. Même si aujourd'hui, quel que soit le cas, vous pouvez mettre n'importe quel programme en place lorsqu'il y a la volonté de pouvoir donc, adhérer à ces réseaux-là, compte tenu des opinions, parce qu'il y a la jeunesse qui essaie, on peut lui donner tout, qui estime que voilà, j'ai été frustré, j'ai été fait tel, donc ce qui fait que je dois donc rendre justice, donc qui le pousse à pouvoir donc adhérer à ces groupes de malfaiteurs. Mais aujourd'hui, je pense que ces aides-là arrivent à point nommé parce que nos États essaient donc de multiplier chaque fois des opportunités pour faire en sorte que ces populations ne sortent pas assez vulnérables. Et je pense que lorsque vous prenez d'abord, depuis 2019 jusqu'à ce jour, le gouvernement, lorsque vous regardez un peu les budgets de nos gouvernements, il y a pas mal de projets qui sont donc faits en faveur de ces localités-là. Donc, cette enveloppe-là viendra renforcer en réalité donc, ces projets, programmes mis en place dans la région des Savanes et ne fera que renforcer en réalité, cette jeunesse-là à être beaucoup plus résiliente par rapport à cette question de terrorisme-là. Mais au même moment, ces programmes-là, lorsque vous lisez un peu, vous constaterez qu'en réalité, c'est fait en collaboration. Ça voudrait dire quelque part que c'est ce pays donateur-là qui en réalité déblaye ou carrément qui font leurs projets par rapport à ces localités-là, même s'ils estiment que ces projets-là sont un peu endossés aux priorités que le gouvernement voudrait quelque part, c'est eux qui sont donc les maîtres d'ouvrage. Mais c'est sur ce point-là que je trouve ces aides-là pas malvenues, mais que je trouve qu'en réalité, la formule de guide de ces projets-là n'est pas ce qui devait être. Parce que le gouvernement a commencé quelque chose, il faudrait quand même mettre ces fonds-là à disposition du gouvernement. Puisque lorsqu'on fait des évaluations, je pense que ce sont des projets, programmes qui sont des programmes réussis. Même si ce n'est pas en totalité, quand même, je pense que ce sont des projets, programmes réussis. Donc on ne peut pas venir encore faire de programmes, il faudrait quand même continuer sur cet élan-là avant l'évaluation, voir les manquements qu'il y a eu et pour pouvoir donc les corriger, peut-être avec d'autres lignes.
Mais lorsqu'on dit cela fait en collaboration, c'est une bonne chose. Mais de là, je pense que c'est une affectation, une dotation qui devait directement aller pour renforcer les programmes existants. En d'autres termes plus clairs, les fonds seront alloués par l'intermédiaire des organisations américaines, par exemple l'USAID. C'est ce que vous reprochez ou vous voudrez que l'argent soit directement envoyé? Lui, là, déjà sur le terrain, je pense que lorsque c'est un peu... Je pense que c'est une organisation connue de tous, qui intervient depuis des années sur d'autres aspects, mais qui ne sont pas de ces aspects-là. Mais étant donné que le gouvernement lui-même, sur le terrain, a la réalité des choses, il faudrait quand même que cette ligne-là lui soit directement affectée, que de le faire en collaboration. C'est là où moi je trouve que ça a été mal défini. Prosper Abouklou, que dites-vous de cette aide financière plutôt apportée par les États-Unis au Togo pour soutenir la population du Nord Togo, 1,8 milliard de francs CFA? 1,8 milliard de francs CFA, quand vous remontez un peu à l'aide, aux aides américaines pour renforcer, pour les efforts de guerre en Ukraine, c'est insultant pour le Togo. Mais quand même, quelqu'un vous donne quelque chose et puis vous jugez ça insultant. Adam l'a dit tout à l'heure, le gouvernement togolais a mis en place et n'a jamais crié à qui que ce soit de venir en aide. Si les États-Unis veulent nous venir en aide, il faut que ça soit signifiant. Il faut conséquent. On débloque plus de 70 milliards d'euros pour aller tuer les gens. Et on vient nous donner 1,8 milliard et nous allons applaudir. Avec toutes les ressources qu'on pille. Vous savez que les États-Unis ne sont obligés à rien d'aider le Togo. Bon, voilà, pour moi, l'État togolais fait ses efforts. On doit plutôt valoriser ce que fait l'État togolais en ce sens. Même si les 1,8 milliard ne sont pas arrivés, je crois que le gouvernement togolais a mis en place un certain nombre de stratégies pour pouvoir éradiquer, aider donc ces populations-là. Mais le fait qu'on fasse la publicité autour donc de ces aides-là, vous savez, ces organismes ne sont pas des organismes fiables. Les USAID, le Programme alimentaire mondial. Non, ce sont des organismes qui viennent donc nous expliquer. Comment le terme échappe un peu. Non, on va pas exagérer. Non, je n'exagère pas. Je dis ce ne sont pas des organismes qui viennent nous aider au vrai terme au vrai sens du terme. Voilà, au vrai sens du terme. Ils viennent ici, c'est pour un autre but. Donc, la Chine aussi a envoyé pratiquement à aider à hauteur de 500 000 dollars vis-à-vis donc de cette population-là. Entre-temps, il y a eu plus de 662 millions de vivres. On a parlé du PAM, mais c'est la Chine, en tout cas, qui a financé ce projet-là. Pourquoi on n'en fait pas de publicité? C'est 1,8 milliard. Moi, je crois quand même que quelque part, l'Afrique doit vraiment s'autosuffire par rapport à ces fléaux-là. C'est-à-dire que moi, j'aurais voulu que, comme ils me disent que les États-Unis ont pu nous aider à éradiquer le terrorisme en dépensant plus de 60 millions de dollars et pour permettre à ce que ces populations-là soient en paix, que de rester et de venir, parce que prévenir vaut mieux que guérir. Prévenir pour moi vaut mieux que guérir. Donc toutes ces choses-là, moi ça ne me tape pas dans les nerfs. Que ferait-on dans le cadre de la prévention peut-être? Prévenir vaut mieux que guérir. Oui, si éventuellement ils nous aiment pour pouvoir nous aider à éradiquer donc ces fléaux-là, pour moi c'est terrorisme. Le terrorisme reste dans le fléau pourquoi ces gens-là sont dans la précarité? C'est parce qu'il y a eu le djihadisme, on l'appelle djihadisme, moi je ne dis pas djihadisme parce que il faut faire quand même honneur à nos amis musulmans, parce que c'est une religion, comme on appelle, respectable. Donc je dis, c'est du terrorisme, pas du djihadisme, du terrorisme. C'est un terme qu'on a affecté pour pouvoir faire croire, pour diviser encore plus les Africains, parce que entre-temps, on passait, il y a quelqu'un qui disait à des musulmans qui arrivent que Mimbaba ou Temolo. Vous voyez à peu près, c'est-à-dire parce qu'ils sont musulmans, on pense déjà à eux, on leur inculque des intentions voilà, préméditées qui font croire que ces gens-là, donc je crois que ce terme-là, l'Afrique même doit refuser, c'est le terrorisme. On fait du terrorisme parce que les djihadistes, quand on les assimile aux musulmans, ça prête confusion. Bon, moi je dis, le fait de prendre
le taureau par les cornes serait mieux que de vouloir, au moment où on vient, c'est comme on s'apitoie sur notre sort, on vient nous aider et après, le combat continue. La guerre contre le terrorisme continue. Il faut qu'on finance ça comme on finance la guerre en Ukraine avec plus de 43 milliards de dollars pour acheter des engins qui tuent. Moi, je voudrais qu'on vienne ici, qu'on nous aide à démasquer ces terroristes-là dans les recoins. On finance ça plutôt, si tant est qu'on nous aime vraiment. Vous rejetiez tout à l'heure l'aide de la France au Niger à démasquer les terroristes. Maintenant, vous êtes dans la même logique. Non, vous êtes toujours dans la même logique. Vous êtes pour quand même que la France vienne aider le Togo à démasquer les terroristes. Je dis, au lieu de nous venir en aide, au moment où on pense que nous sommes victimes de quelque chose, plutôt que si on nous aime, on nous aide à éradiquer. Si en quoi faisant? En arrêtant les terroristes? On investisse pour ça plutôt que de vouloir laisser les terroristes, commanditer les terroristes venir nous tuer et après on part en donnant des aides de cette manière-là. Pour moi, c'est 1,8 milliard. C'est pour moi injurieux pour le Togo. Merci. L'État togolais même a déjà mis en place une structure qui permet donc de soutenir ces gens-là. Il faudrait qu'on soutienne l'État togolais à aller de l'avant que de nous envoyer des miettes pour dire que voilà, on fait la propagande autour, les États-Unis sont de bon cœur, c'est faux. Merci beaucoup Prosper Agboklou, en tout cas c'est votre réflexion. Bossale Yobekou, Prosper, jusque 1,8 milliard, c'est insultant pour le Togo. Non, il faut dire que l'aide n'a jamais été suffisante parce que, vu les problèmes des pays, nous sommes confrontés quand même à des problèmes financiers et partout d'ailleurs. Mais on n'a jamais, nous sommes en Afrique et quel que soit ce qu'on te donne, est-ce que c'est à toi de juger puisque le donateur t'offre quelque chose, on le reçoit. Et on le remercie, même si c'est insuffisant. Donc, même si c'est insuffisant. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas insultant pour nous parce qu'on n'est pas allé commander. Le Togo ne commande pas ces aides-là. Mais quand même, le Togo est un partenaire de beaucoup de pays. Et n'oublions pas aussi que le Togo appuie aussi des fois des pays lorsqu'ils sont aussi en difficulté et il est de bon ton si un partenaire vient en aide au Togo, on ne peut que accepter quel que soit le degré de cette aide-là et remercier comme c'est de coutume en Afrique, on remercie toujours à celui qui t'offre, on remercie toujours celui qui t'offre quelque chose et voilà, et quel que soit, même si c'est insuffisant, ça va quand même contribuer à quelque chose et c'est à ce point que moi j'apprécie cette démarche des États-Unis. Je crois qu'il n'y a pas eu de propagande, à mon avis, autour de cette aide-là. Il n'y a eu qu'une information. Et c'est nous qui en débattons comme toute information d'ailleurs, nous sommes maintenant à l'ère de l'information et lorsque quelque chose se passe, quel que soit ce qui se passe, les gens sont informés. Je crois que c'est cette information-là. Et tout au niveau multilatéral ou bilatéral, tout ce qui se passe entre les partenaires, je crois que maintenant, c'est porté à la connaissance des populations et c'est de ça qu'il s'agit ici et non d'une propagande ni d'une assistance insultante pour le Togo. Au contraire. Adam? Oui, vous savez, moi je pense que l'important de cette information réside au fait que vous allez constater que lorsque je pense que ce soit le gouvernement ou d'autres bailleurs émettent donc des projets, programmes à l'endroit des populations, sont ces mêmes populations elles-mêmes d'abord qui estiment qu'au regard de telle chose, voilà, ils essaient donc de mettre des débats assez heurtés sur ces aides-là qui sont faites. Mais aujourd'hui, je crois que l'information est venue à point nommé pour que cette population soit informée de l'enveloppe qui est donc allouée et à leur rencontre et naturellement faire en sorte que cette enveloppe-là puisse être donc utilisée à bon escient compte tenu du fait que, étant donné que comme je le disais tantôt, lorsqu'on parle de terrorisme, c'est un peu qu'il y a ça d'autres facteurs. Et l'un de ces facteurs-là, c'est la justice sociale, c'est la corruption, etc. Qu'on ne retourne pas dans les mêmes escarcelles et éviter que ces populations-là puissent, au regard
du traitement ou de l'utilisation qui est faite avec cette enveloppe-là, retourner à la case de départ. Mais il y a un aspect très important qu'a évoqué tout à l'heure l'honorable, c'est lié au fait que nous-mêmes, entre nous, pays du Sud, l'UTT, surtout ce terrorisme-là a permis à un certain nombre de pays de comprendre qu'entre nous-mêmes, on peut avoir, au-delà des échanges liés donc au niveau militaire, apporter des aides, que ce soit même des aides alimentaires à nos populations. Parce que lorsqu'on prend par exemple l'espace CEDEAO ou l'UEMOA, il y a des pays qui ont eu des expériences réussies dans tel ou tel domaine qu'on peut réellement donc partager, que ce soit en termes de technique, en termes alimentaires, etc. Donc je pense que c'est ce qui n'a pas été fortement exprimé avec cet avènement du terrorisme dans nos pays, et ça a affecté naturellement ces pays-là. Aujourd'hui, je pense que lorsque, pour faire encore, nous remontons un peu le temps en parlant donc de Tinubu qui est venu aujourd'hui, il faudrait quand même que, moi je pense que il y a très très longtemps que j'estimais que la CEDEAO devait donc mettre en place une force pour aider ces pays-là qui sont affectés, et je pense que sa venue il ne doit pas avoir seulement ces intentions un peu d'être radical envers ces pays-là, mais mettre encore une force en place pour aider ces pays-là serait la bienvenue, et je pense que chaque pays contribuerait à pouvoir éradiquer ou mettre un frein, ou pratiquement éradiquer, je préfère, parce que mettre un frein c'est tout comme si on aura toujours des tentacules qui vont toujours s'exprimer, mettre fin à ce fléau-là dans nos pays. Alors mettre fin à ce fléau-là dans nos pays à travers une force qui va les accompagner comment? La force, bon, militairement, humanitairement? Non, militairement et humanitairement, parce que de toutes les façons, il faudrait quand même qu'il y ait une direction. Et cette tête-là, je pense que le Nigeria, comme on l'a dit avec l'ancien président qui n'a pas pu véritablement donc collaborer ou permettre véritablement donc à ce poids économique que constitue le Nigeria de pouvoir s'exprimer en faveur des autres pays. Puisque ce poids-là, de toutes les façons, lorsque nous prenons les délimitations au niveau régional, il y a chaque pays qui fait donc le poids. On ne peut pas comprendre si le Rwanda quitte, depuis le Rwanda venu porter assistance à certains de nos pays. On ne peut pas comprendre comment le Nigeria, même si lui-même, également jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'est pas arrivé à mettre fin au diktat de Boko Haram à son territoire, mais on sait quand même qu'il a un poids, que ce soit économique et militaire. Il faudrait quand même que ce poids-là puisse s'exprimer et que d'autres pays également puissent accompagner, que ce soit sur le plan militaire. Moi, c'est le plan militaire qui m'intéresse beaucoup, mais également mettre en place un dispositif humanitaire pour assister dans ces pays affectés, puisqu'il y a beaucoup de déplacés. Et ces déplacés-là, lorsqu'ils arrivent, je pense que le budget est assez énorme pour donc venir en aide à ces déplacés-là. La CEDEAO peut jouer un rôle. Mais comment ces pays africains ou ces pays membres de la CEDEAO peuvent-ils arriver à ce niveau s'ils sont tous affectés par le même problème? Terrorisme, pratiquement tous les pays sont touchés. Quelques races seulement sont épargnés pour le moment. On espère qu'ils seront éternellement épargnés. Pas au même degré. Effectivement. Nous n'avons pas les mêmes degrés. Parce que si nous prenons aujourd'hui le Mali, la résilience du Mali est un exemple réussi. Mais au même moment, c'est vrai, ceux qui sont tombés ici, c'est le prix à payer. Je pense que c'est ce qui a été payé. Mais ça permet également de pouvoir encore repositionner ces forces-là qui sont affectées. Mais au même moment, je pense que si nous avions eu l'ingéniosité de pouvoir mettre une force tampon au niveau du Mali, je pense que les pays côtiers ne seront pas affectés à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Mais quoi qu'on dise, de toutes les façons, lorsque nous mesurons, nous jugeons un peu, même si on n'a pas un baromètre pour mesurer en réalité, je pense quand même que nous pouvons quand même, à vue d'œil, comprendre que ces pays-là sont beaucoup plus affectés jusqu'au jour d'aujourd'hui que nous. Même si nous ne connaissons pas l'étendue de ce que demain serait par rapport à ces avancées de terrorisme-là, il faudrait quand même qu'il y ait une force qui, naturellement, parce qu'on le dit de toutes les façons, on dit, lorsque quelqu'un ou un aveugle veut vous jeter une pièce, c'est qu'il a la main sur le caillou. Ça veut dire que le Mali, quand même, dans sa stratégie aujourd'hui militaire, peut estimer qu'il est capable de pouvoir combler ce vide-là. Puis on ne va pas dire totalement que l'amunissement n'en était pour rien au Mali. Mais quand même, de toutes les façons, il faudrait quand même que la CEDEAO puisse avoir la bonne foi de pouvoir mobiliser une force d'aide au niveau du Mali qui serait un peu différent de ce qu'a fait la MINUSMA. Puisque moi j'étais contre la MINUSMA parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui sont armés, qui sont terroristes, qui viennent aujourd'hui combattre un régime régulier, qu'on puisse dire que voilà, il y a une force d'interposition
entre ces deux-là, moi je ne comprends pas. Il faudrait quand même qu'il y ait une force qui combat le terrorisme. Si c'était le cas, le Mali n'allait pas demander le départ de l'AMINUSMA. Ok. Prosper Aboklou, nous sommes toujours dans le débat sur les 1,8 milliard alloués par les États-Unis au Togo. Un dernier mot avant qu'on ne ferme cette page. Non, je crois que le Togo est un pays souverain qui sache planifier donc son développement. Et je crois que, Madame l'a dit tout à l'heure, il faut s'attaquer à la base du terrorisme comment on appelle, faire des projets sociaux qui intéressent donc la jeunesse. Ce n'est que par là que nous pouvons nous-mêmes lutter, parce que si certains pensent que ce sont les armées étrangères occidentales qui viendront nous aider à les attraper, à les tuer, à les éradiquer, je crois qu'on se trompe donc de partenaires. Et en ce sens, je crois quand même... Et au plan financier, comme oui, des aides comme celles des États-Unis. Des États-Unis, moi au je moins, crois quand même, les partenaires étrangers peuvent faire cela. Nous sommes suffisamment riches. Notre sous-sol regorge assez donc de ressources pour pouvoir nous prendre en charge. Et ce sont ces aides-là qui souvent, auxquelles nous sommes soumis, qui souvent amènent l'idée esclavagiste dont nous sommes victimes. Donc moi je crois quand même qu'il faut que l'Afrique cesse de se victimiser. Il faut que nous refusions d'être des PPTE. Il faut que nous refusions d'être des pays pauvres, suffisamment pauvres pour toujours solliciter des... Alors que écoutez, tout diagnostic fait, l'Afrique entière, les 54 pays africains, ont une dette de 800 milliards de dollars, d'euros plutôt. 800 milliards d'euros. Alors que si vous prenez la France seule, un pays, elle a 500 milliards d'euros de dette. Alors là, qui doit aider qui? Qui doit aider qui? La population africaine est à 70% jeune, à 40 ans. Alors que quand vous allez là-bas, c'est 60 ans et au-delà, elle est vieille. Qui doit aider qui? Il faut produire maintenant de la richesse à voilà, travers donc ces je crois quand même que nous avons il faut mettre en place des mécanismes qui vont porter sur le long terme. Alors, non, pas forcément sur le long terme. Il y a des projets à court terme que l'Afrique peut toujours initier. Je crois que c'est notre devoir d'inciter les pouvoirs publics à se regarder, à nous regarder, au lieu de regarder l'Occident qui a plus de problèmes. Je viens de le dire tout à l'heure. 70% de la population africaine est jeune. Donc merci. Je crois quand même que le travail c'est ici. Il faut qu'on travaille sans regarder ces gens-là pour qu'on nous laisse des miettes, 1,8 milliard, alors que pour une guerre, on dépense plus de 70 milliards d'euros. Merci beaucoup Prosper Aboklou. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup à Adam Adjonou. Vous êtes également journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Grand merci à vous, honorable Beausoleil Obekou. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de l'association Togo pour tous. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve demain pour un autre numéro de Regard Croisé.